belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Bonjour, alors une première question pour Monsieur Mong. En découvrant la bande dessinée, est-ce que vous pensiez déjà aux modifications à y apporter en termes d'adaptation cinématographique et lesquelles vous en semblaient évidentes immédiatement et quelles autres sont apparues plus nécessaires au cours de l'écriture du scénario? 고쳐야겠다고 느낌이 오셨고 어떤 거는 신경을 쓰시면서 이렇게 저렇게 고쳐야겠다 생각 나중에 나시는 게 있는지? 일단 뭐 감독들이 대부분 그렇겠지만 어느 부분은 가져오고 어느 부분은 고친다 이런 개념은 아니고요. 일단 훌륭한 매력을 느낀 정말 훌륭한 작품 자체를 한번 다 씹어 먹어서 소화를 한 다음에 다시 새롭게 재창조하듯이 뱉어내는 개념이기 때문에요. 어느 부분을 살리고 어느 부분을 고치는 뭐 그런 개념은 아니었던 것 같아요. 근데 처음에 일단 장마르크의 그림을 보고 이 만화가 가진 또 독특한 설정이나 아이디어들, 자크롭이나 벤자민 르그랑에서 온 아이디어들과 장마르크가 또 그림으로 표현한 무드들에 되게 반했기 때문에 그 기본적인 어떤 핵심적인 느낌을 다 내가 소화한 다음에 그 다음에 대신 그것은 영화는 아니기 때문에 영화적인 구조나 영화적인 리듬을 가지고 있는 건 아니기 때문에 그거는 저의 몫인 거죠. 제가 해야 되는 영화적으로 재탄생시키는 거죠. 그래서 일종의 전체적인 개념이었던 것 같아요. 뭐를 고치고 뭐를 안 고치고의 개념을. Alors comme tous les réalisateurs qui ont un coup de cœur pour une œuvre originale, il n'a jamais été question de garder certaines choses, de modifier d'autres. L'idée en fait c'est de s'approprier le livre qui lui a plu. Donc il digère tout dans un premier temps et ensuite il recrée quelque chose. Donc son but était vraiment de respecter ce que faisait l'essence de transpersonnage créé par M. Benjamin Legrand, Jean-Claude et Jean-Marc qui est avec nous. Donc voilà, pour lui, il n'est pas question de... Enfin, il ne pense pas ainsi quand il fait sa première approche, je coupe quelque chose, j'en garde d'autres. D'abord, c'est de l'appropriation et la recréation. 제가 원작에서 그대로 가지고 오고 싶었던 핵심 분위기랄까 그런 것은 그 만화 보시면 그래픽 노블 보시면 알겠지만 도입부에 이제 장마르크의 그림 보면은 기차가 되게 어떤 눈 덮인 설원을 눈송이도 막 그려져 있어요. 하얀 설원을 막 가는데 그런 뭔가 아름답고 서정적인 느낌의 이미지와 동시에 그게 기차 안에 싹 들어가면 사람들의 막 그 안에서 바글바글거리는 되게 구질구질한 사람들이 막 나오는데 거기서 후끈한 무슨 막 이렇게 사람들의 비릿한 냄새 같은 것들, 채취들이 막 뒤엉켜 있고 지저분하게 사람들이 서로 뒤엉켜 있는 모습들이 되게 큰 콘트라스트가 대비가 되거든. 그 느낌들이. 그런 분위기 같은 거 한번 그대로 더 영화적으로 생생하게 한번 표현하고 싶었었고요. En fait, c'est son travail d'apporter le rythme ou une structure cinématographique à l'œuvre originale. Donc, pour illustrer ses propos, il parle de la scène d'entrée directement inspirée d'une planche de Jean-Marc. C'est voilà, quand on voit le train pour la première fois qui parcourt un paysage enneigé. Alors c'est très beau, on voit de la neige, c'est blanc, c'est pur. Et c'est très poétique, mais une fois qu'on entre à l'intérieur du train, il y a de la promiscuité, presque une impression de puanteur avec tous ces gens entassés. Et c'est ce contraste qu'il voulait retranscrire, pour parler de l'esprit justement de l'œuvre originale. 그리고 자크롭이 했던 최초의 가장 핵심 아이디어 설정, 기차 맨 앞에 엔진이 있고 거기에 기차의 창조주가 있고 거기를 향해서 가는 어떤 여정, 그 다음에 뭐 바깥 세상은 다 빙하기로 모든 것이 멸종됐고 생존자들은 다 달리는 기차이고 이 기본적인 설정을 제가 그대로 가져왔죠. 거기서 저도 출발을 한 거고. 하지만 구체적인 모든 사건, 모든 시츄에이션, 모든 캐릭터들은 뭐 이름부터 해서 완전히 다 다르죠. 제가 새롭게 다 재창조한 거니까요. Alors quand il parle de s'approprier l'essence du roman graphique, il pense à trois éléments, à savoir le moteur du train qui est situé tout à l'avant,
est gardée par son créateur. La quête du héros qui justement est lancée dans une espèce de course vers... il va toujours de gauche à droite quoi qu'il arrive. Et enfin, l'âge de glace qui apporte le désespoir. Donc ça, c'était vraiment l'élément de base, le cœur du livre, du moins de son point de vue. Et ensuite, c'était à lui d'écrire des intrigues, des situations et de créer des personnages qui justement sont très éloignés du livre. Bonjour. À l'annonce du projet, il était question que vous co-réalisiez le film avec Park Chan-wook. Il est crédité en tant que producteur. Quel a été son apport? 그래서 처음 이제 스노우피스터 분야 찍는다고 하실 때요, 박찬욱 감독님께서도 함께 감독하신다는 소문이 있었는데 결국 PD 역할을 하셨고요. 박 감독님이 이거 영화에 가져다 주신 부분. 같이 그 디렉팅을 한다는 거는 이제 잘못된 소문이었었고요. 처음에 이게 어떻게 시작된 거냐면은 박찬욱 감독님이 이제 올드보이를 하시고서 모호필름이라는 그 프로덕션을 2004년에 만드셨어요. 그래서 자기 프로덕션에서 그 봉 감독 네가 하나 연출을 했으면 좋겠다. 같이 작품을 해보자. 이렇게 처음에 제가 제안을 받았고요. 그랬다가 제가 2005년에 이 만화를 이제 서점에 발견하고 그거를 이제 박찬욱 감독한테 보여드린 거죠. 이 만화 하면 어떨까요? 그랬더니 박 감독님이 프로듀서로서 아 좋다, 되게 좋은 원작인 것 같다, 해보자 라고 해서 이제 영화가 시작된 거죠. 그래서 처음부터 프로듀서와 디렉터로서 이렇게 출발을 했던 거였고요. 네. En fait, c'était une fausse rumeur. Alors depuis le départ, M. Park était le producteur. Ce qui s'est passé, c'est que après le tournage de Old Boy, il a créé une société de production qui s'appelle Moro. C'était en 2004. Et M. Bong a découvert Snowpiercer en 2005. Je parle du livre. Et il a eu un gros coup de cœur. Il a proposé son adaptation à M. Park qui a dit très bien. Donc dès le départ, la répartition des rôles était claire. D'un côté le producteur, de l'autre le réalisateur. Okay. 그래서 이제 박 감독님이 그 2005년에 그 캐스터만 그 출판사 캐스터만에 이제 연락을 하셔가지고 이제 영화 판권을 구입을 하셨죠. 그게 이제 이 시작이었던 것 같아요. 8년 전에. Et pour terminer, donc il y a 8 ans, en 2005, M. Park a contacté les éditions Casterman pour acheter les droits, et ça a été le point de départ de l'aventure. 그래서 사이파이 영화를 한번 만들어 보자라는 그런 어떤 둘 다 그런 꿈이 있었죠. 저는 박 감독님. Donc leur rêve commun était de faire un beau film de science-fiction. Est-ce que vous pouvez nous parler tous les deux de votre collaboration respective? Je crois que vous êtes allés à Prague faire des dessins et que vous avez dessiné pendant le tournage sur place. C'est une expérience particulière pour vous? Et est-ce que vous avez senti la nécessité immédiate de faire appel à Jean-Marc pour la partie visuelle? 일단 영화에 출연하시잖아요. Il apparaît dans le film. 잘 찾아보시면 나와요. Il faut le chercher. On surprend. 카메오 롤로도 나오고요. Il y a une sorte de caméo en fait. 또 장마르크의 손이 계속 되게 자주 많이 나와요. Ah, en fait, dans le film, on voit très souvent les mains de Jean-Marc, il paraît. 영화 속에 그 클라크 미들턴이라는 배우가 연기한 그 페인터 역할이 있어요. 화가. 그 사람이 뭐 그림을 그리잖아요. 계속 그 역사를 기록하듯이. 그 그리는 장면에서 모든 그림이 실제 장마르크 손이고 장마르크가 카메라 앞에서 다 그리고 있는 거예요. Un scoop en fait. Il y a le personnage de Clark Middleton qui est une sorte de peintre, il fait les portraits des enfants. Et ben chaque fois qu'il y a un gros plan sur les mains qui dessinent, c'est Jean-Marc. 그래서 영화 속에 나오는 그 벽에 붙어 있는 그림들. 그다음에 옥타비아 스펜서라는 이완 브렘너가 계속 들고 다니는 그 자기 아들들 그 애기 사진, 애 사진, 그 그림. 그게 다 장마르크 작품이고요. 영화 자체를 장마르크의 그림에 영감을 받아서 영화를 만들었지만 또 그 영화 자체, 또 그 시나리오를 보고 다시 또 장마르크가 새롭게 그림을 그린 거죠. 되게 많은 분량을 그렸어요. 그거 전시회도 하지 않았어요? En fait, il y a eu une vraie interaction. C'est vrai que ce sont les dessins de Jean-Marc qui lui ont inspiré ce film, mais Jean-Marc a dessiné d'autres planches pour le film finalement.
Donc c'était un échange très riche et il vous demande s'il y a eu une exposition avec les dessins du film. Oui, en ce moment il y a une exposition à Berlin, en fait, à l'Institut français parce que j'habite à Berlin. Et là il y a tous les dessins que j'ai faits à Berlin pour le film qui sont exposés sur le Kudam à la Maison de France, ça s'appelle. Parce qu'en fait, il m'a demandé une cinquantaine de dessins, il m'a demandé de faire toute l'histoire du train, en fait, toutes les histoires qui sont racontées à la fin, là, qui étaient intournables, comme la scène quand il mange les enfants, quand il se coupe les bras, extrême violence. Et ça m'a intéressé parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour Goya, par exemple, pour cette espèce de dessin ce qu'on appelle des caprices, des as de la guerre, Goya, et c'est un peu dans l'esprit que j'ai essayé de retrouver cette espèce de dessin, et surtout, très curieusement, ce sera sûrement les dessins que j'ai faits qui seront les plus connus, évidemment, qui seront les plus vus, et c'est des dessins que j'ai faits avec le moins de pression, c'est-à-dire que j'ai fait comme si j'étais dans une prison et que je dessinais qu'aux détenus sans me demander si ça sera bien, si ça sera mal, si ça sera dans un musée ou quoi que ce soit. Donc c'est les dessins les plus libres et qui finalement qui auront la plus grande diffusion. Donc c'est curieux ce rapport de liberté et de violence et de diffusion. 원작에서 또 그 영화의 설정이나 기본 아이디어뿐 아니라 장마르크가 그린 디테일에 영향을 받아서 제가 영화 미술이나 장면 만들게 된 부분들도 많이 있고요, 디테일들이. En fait, les dessins de Jean-Marc ont été essentiels pour l'aspect artistique du film. Donc il s'en est beaucoup inspiré pour constituer certains décors, de petites choses, vraiment regardons. 원작 만화 파트 2에 보면 잠깐 스쳐 지나가듯이 그 수족관, 기차 안에 있는 수족관이 나와요. 거기서 이제 아이디어를 얻어서 기차 수족관도 묘사하고 됐던 거고. Alors exemple, dans le compartiment 2, il y a un magnifique aquarium qui fait le tour du compartiment et c'est directement inspiré des dessins. 저는 이제 거기서 한 발 더 나가서 이제 스시바까지 만들었지만. Et lui, il allait encore plus loin en créant un comptoir de sushi. Lié en fait. 그리고 그 남궁민수 캐릭터, 송강호 캐릭터 처음 등장하는 이렇게 서랍식으로 되어 있는 시체 안치소처럼 그것도 파트 2인가 보면은 거기에 사람을 가두는 장면 같은 게 나와요, 사제를. 그래서 거기서 또 좁은 기차 안에서는 그보다 더 좁은 감옥이어야 되니까 아마 그런 서랍 같은 느낌이 되게 맞지 않나, 되게 재밌게 느껴졌거든요. 그것도 거기서 장마르크의 그림에서 아이디어를 얻은 거고. Et un autre exemple de Jean-Marc qui l'ont inspiré, c'est en fait la scène où on voit apparaître le personnage coréen Namgung Min-soo. Il est dans une prison, mais la prison a la forme d'un tiroir. Et pareil, c'était dans la partie 2 du livre, c'est quelque chose qui l'a marqué, ça lui paraissait totalement logique par rapport à l'espace confiné et étroit du train. Il paraît qu'il y a eu 8 années entre la découverte de la BD et la sortie au cinéma. Pourquoi autant de temps 그 책을 발견하시고 그리고 영화를 찍기까지 8년이라는 시간이 소요된 그 이유는? 그러니까 2005년에 그 책을 처음 발견했을 때가 제가 그 괴물 프리프로덕션 할 때였어요. 그래서 와, 이걸 해야겠다라고 결심하고 아까 얘기한 것처럼 박찬욱 감독님이랑 이제 의기투합도 했지만 그때 이미 저는 괴물을 준비하고 있었고 또 그 다음 영화 그 마더에 김혜자 씨라고 나이가 많은 배우분인데 그분이랑 영화를 찍기로 약속을 했었어요. 그분이 나이가 많기 때문에 이 설국열차 뒤로 미룰 수가 없었어요. 하루라도 빨리 찍자, 자기 할머니 되기 전에. 그래가지고 괴물이랑 마더를 다 하다 보니까 한 4, 5년의 세월이 슉 가게 된 거죠. 그러고 이제 이 영화를 찍는데 실제로 한 3년 정도 시간이 소모된 거죠. 하지만 머릿속에서 구상하고 정리하고 다듬는 거는 이제 8년이라고 볼 수 있는 거죠. Alors très concrètement, il a découvert le livre original en 2005 et là il était en pleine pré-production pour le film de Host. Et par la suite, comme il vous l'a dit tout à l'heure, il est tombé d'accord avec M. Park pour travailler chacun avec un rôle bien déterminé.
Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 8 ans, il a tourné 2 films, c'est-à-dire The Host et Mother. Et l'héroïne de Mother est une grande actrice coréenne qui s'appelle Kim Hye-ja et est assez âgée. Donc elle lui a mis la pression pour que le film se fasse avant qu'elle soit trop vieille, on va dire. Donc c'était prioritaire. Du coup, 4 à 5 années ont été nécessaires au tournage de ces 2 films coréens. Mais finalement, le film transpersonnage aura nécessité 3 ans, sachant que pendant ces 8 années, c'était un projet toujours dans un coin de sa tête. Apparemment, le film va être censuré aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? 그래서 미국에서는 영화가 좀 잘려서 나가는 걸 나갈 거라고 알고 있는데 여기에 대한 그 뭐 기사가 한번 나갔었죠. 뭐 그 와인스타인 컴퍼니 미국이랑 영어권 나라들, 미국, 영국, 호주 이런 데가 이제 와인스타인 컴퍼니 배급인데 20분 정도 뭐 짧게 나간다고 기사가 나갔는데 그건 뭐 정확한 기사는 아니고요. 지금 아직 계속 논의 중이에요. 편집본을 좀 조절을 하고 있고요. 지금 정확하게 아직 최종 마무리가 되진 않았어요. 그래서 미국이나 방금 얘기한 그 영어권 국가들은 내년 초나 아마 겨울에 나가게 될 것 같은데 아직 정확하게 지금 편집본이 결정이 안 된 상태예요. 저와 그 와인스타인 컴퍼니 같이 서로 잘 협의를 하고 있는 중이고요. 근데 지금 오늘 보신 그 프랑스에서 보신 버전은 그냥 디렉터스 컷이에요. 저 한국, 프랑스, 일본 또 그 외 아시아 많은 나라들 다 같은 버전이고요. 얘기하신 그 와인스타인 테리토리만 약간 차이가 있을 수 있어요. Alors effectivement, un article a été publié sur ce problème. Alors, M. Bong tient à dire que c'est un peu exagéré en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il est en cours de négociation avec le distributeur américain, Weinstein apparemment. Donc ce problème ne concerne que les pays anglophones comme l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande par exemple. Donc il est question d'une coupe de 20 minutes, mais c'est en cours de négociation et le montage n'est pas encore prêt. Donc il pense que dans ces pays-là, la sortie aura lieu en hiver 2014. Mais sachez que la version qui sortira en Europe ou en Asie, enfin qui est déjà sortie en Corée et aujourd'hui en avant-première, correspond au directeur Scott, c'est-à-dire la version intégrale. 그 회사에서 뭐 그 일방적으로 뭐 영화를 자기들 마음대로 막 자르거나 그런 상황은 전혀 아니고 oui. 같이 잘 논의를 하고 있어요. 비하에. Alors, en fait, on imagine facilement que les Américains se permettent de couper sauvagement le film, mais il n'en est rien. Ils sont en train de discuter, simplement. Bonjour, excusez mon retard, donc si ma question a déjà été posée, surtout dites-le moi. Vous avez souvent utilisé le film de genre pour traiter des sujets plus intimes avec un contexte social assez fort. Donc là, je me demandais ce qui vous avait attiré plus particulièrement dans cette BD post-apocalyptique. 감독님 영화를 보면요, 이제 장르 영화라고 할 수 있고 그리고 또 사회적 요소가 굉장히 심도있게 다뤄져 있는데요. 이번 자의 작품은 정말 묵시록 아포칼립스적인 그런 건데 여기에 대해서 한 말씀. 네, 특히 사이파이 영화를 만들고 싶은 사람들은 이 묵시록적인 설정이나 상황에 일단 기본적으로 다 끌림이 있는 것 같아요. 그리고 여기 프랑스 오다가 제가 비행기에서 비포 미드나잇이라는 영화 봤어요. 그 리차드 리클레이터, 줄리 델피 거기 그 밥 먹으면서 하는 얘기인데 그 나이 든 사람이 재밌는 대사가 나오는데 나이 든 아저씨가 그러더라고요. 모든 세대들이 다 자기 자기 세대에서 다 엔드 오브 더 월드, 그 세상의 끝이라고 생각한다 다들. 그 세상의 끝에 대한 다 어떤 공포와 거기에 대한 욕망이 동시에 있나 봐요. 인간에게는. 끊어서 갑시다. Alors c'est une longue réponse, donc ça sera par petits bouts. En fait, tous les fans de SF, que ce soit des réalisateurs ou de simples lecteurs ou téléspectateurs, sont fascinés par le thème de l'apocalypse finalement. Donc pendant qu'il était dans le vol qui l'amenait de Séoul à Paris, il a regardé le film Before Midnight, j'espère. Et là en fait un personnage dit que chaque génération est persuadée qu'elle va connaître la fin du monde de son vivant. Donc il pense que la peur ou le désir qu'inspire ce thème est universel à l'homme. 그래서 이 묵시록도 인류의 정말 이런 묵시록에 끌리는
그 창작자들이 크리에이터가 끌리는 가장 큰 이유는 그 상황에 그러니까 그런 배경 상황 속에서 인간의 본질이 가장 핵심적으로 어떻게 보면 직접적으로 드러나기 때문인 것 같아요. 그런 극한 상황에서. 그래서 특히 감독들은 거기에 끌릴 수밖에 없는 것 같고, 장마르크한테도 한번 물어보고 싶어요. 처음 자크롭과 이 작품을 이런 설정으로 준비할 때 뭐 이런 어포칼립스에 대해서 두 분이 어떤 얘기를 나눴는지 저도 궁금한 면이 있고, 창작자들한테 근본적으로 거기에다 끌리는 면이 있다는 거죠. Alors, c'est une opinion personnelle, mais je pense que tous les créateurs, enfin créatifs plutôt, sont fascinés le thème de l'apocalypse, parce que c'est un contexte extrême qui révèle la nature humaine dans toute sa crudité finalement. Donc il ne fait pas exception à la règle, il aimerait beaucoup connaître l'avis de Jean-Marc, enfin, ce qu'il en est sorti de ces discussions avec Jean-Claude par rapport à ce thème de fin du monde. Oui, il faut remettre dans le contexte, Jacques Loeb a écrit cette bande dessinée en 72, 73, 74, je ne sais plus, pour Alexis, qui est un autre dessinateur. Et à cette époque-là, on était quand même dans la guerre froide. Donc, il y avait vraiment les Russes étaient à Berlin-Est, et il y avait vraiment une angoisse de la guerre nucléaire, quoi. Et puis en plus, Jacques, lui, il était en 32, donc il a connu en plus il était pendant la guerre. Donc il était très imprégné pour cette histoire de guerre, éventuellement, et tout ça. Et quant à ma génération, on était beaucoup plus... il y avait toujours ça, mais on était aussi très... enfin, personnellement, moi j'ai issu de la région de Grenoble, on était extrêmement contre les centrales nucléaires, par exemple, comme Malville. Puisqu'en 1976, il y a eu une très grosse manifestation contre une centrale nucléaire qui n'a jamais marché, où j'étais, j'ai vu des morts d'ailleurs. Et on était très imprégnés, on avait vraiment l'impression que cette centrale pouvait nous éclater à la figure, à côté de Grenoble, c'était plein de sodium. D'ailleurs, entre parenthèses, le sodium est toujours à l'intérieur de cette centrale. Et ça fait 20 ans qu'ils essaient de la démolir. Donc ce contexte de danger nucléaire et de danger était très fort. Et malheureusement, je dirais que en France, la fin de cette forte mobilisation politique, c'est à la grande manifestation de Malville en 1977, et depuis, il n'y a pratiquement plus rien. Et une acceptation qui, à l'époque, n'existait pas. Il y avait vraiment une volonté de ne pas se faire imposer ça, quoi. Donc, je pense que c'était un contexte un peu politique, comme ça, 지금 후쿠시마에서 그 방사능 오염수가 나와가지고 그게 5년 안에 전체 태평양이 LA까지 다 그 오염수가 퍼진다고 하는데, 자크로브가 무슨 예언가처럼 느껴지네요. Il a l'impression que Jacques Loeb et Jean-Marc étaient un peu visionnaires, parce qu'aujourd'hui, avec l'accident de Fukushima, il est question d'une contamination jusqu'à Los Angeles via l'océan Pacifique dans les 5 années à venir. Oui, rien n'a été réglé à Fukushima et rien n'a été réglé non plus à Malville, puisque c'est toujours là, hein. Donc on n'en parle pas, mais bon. Et donc c'était bon, à l'époque, c'était vraiment très très fort. Enfin moi j'ai toujours ça en tête. 방사능 시푸드로 먹어야죠. On mangera des aliments irradiés, seafood, des fruits de mer irradiés. J'ai une autre question. C'est à propos de la musique du film, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais savoir quelles étaient vos envies, vos directives, comment vous alliez travailler avec Marco Beltrami, et si vous aviez des influences que vous aviez partagées peut-être tous les deux pour l'atmosphère et l'ambiance sonore du film. 음악이 참 좋은데요. 그 작곡을 맡으신 벨트라님하고 이제 상의를 하셨는지, 그리고 두 분께서 함께 좋아하시고 영감을 받은 음악이 있는지. 예, 그 서로 우연히 연락을 하게 됐어요. 그러니까 처음에 저는 이 사람 Three Time to Yuma라는 영화 있어요. 그 Three Time to Yuma 오리지널 사운드 트랙을 제가 되게 좋아했었거든요. 근데 이분은 또 우연히 마더를 봤던 거예요. 그 마더와 그 마더에 나오는 음악을 좋아했어서 그 벨트라미 에이전트가 저희 프로덕션 쪽으로 연락이 왔었어요. 그래서 저도 서로가 좋아하는 작품이 있었기 때문에 되게 쉽게 서로 의기투합이 됐었고요.
저는 자꾸 3:10 to Yuma 얘기하고 이분은 자꾸 마더 얘기하고 뭐 그런 식으로 하면서 같이 논의를 많이 해나갔었고 되게 원시적이고 무시무시하리만치 폭력적인 그런 분위기를 또 밀어붙이는 음악과 그 도끼 전투할 때 나온 것처럼 반대로 또 얼어붙은 세계를 되게 아련하게 서정적으로 바라보는 음악 그 두 가지를 다 한번 섞어보자라고 얘기를 했던 것 같아요. 그 스시바에서 스시 먹으면서 창밖을 볼 때 음악 개인적으로는 그걸 되게 좋아하는데 벨트람이랑 그 올드맨에서 그런 두 가지 서로 다른 느낌들을 다 한번 표현해보자. En fait, c'est une rencontre à la fois heureuse et fortuite. En fait, M. Bon a beaucoup aimé la BO du film 3:10 to Yuma. Apparemment, c'est une musique qui est composée par M. Beltrami. Et de son côté, M. Beltrami a beaucoup aimé la musique de Mother. Donc, du coup, son agent, on l'a contacté justement au cas où ils pourraient travailler ensemble. Du coup, ces deux bandes originales ont servi de référence pour ce nouveau film. Alors, l'idée était de faire un mélange de deux univers totalement différents. D'un côté, il y a quelque chose de très primitif et violent, exprimé notamment dans les scènes de combat à la hache. Et de l'autre, il y a la poésie, le côté mélancolique des paysages enneigés. Donc par exemple, le passage qu'il préfère dans le film musicalement est la scène du sushi bar. Les gens savourent de très bons sushis en regardant par la fenêtre. Et cette musique-là, elle interpelle beaucoup. 근데 뭐 많은 곡들이 영화에 나오는데 지금 생각해보니까 제일 처음 만든 곡은 그 교실에서 애들이 부르는 노래죠. 밀포드송 그거 제일 먼저 만들었어요. 그 벨트라미가 그거를 자기 부인이랑 아들내미들한테 친구들한테 노래 시켜갖고 녹음을 해갖고 보냈더라고요. 그거 듣고 이제 연습한 거지. 그 교실 애들 해갖고 그 세트장 현장에서 이제 녹음을 했죠. 그게 첫 곡이었어요. En fait, il vient de s'en souvenir, le tout premier morceau qui a été composé pour le film est celle de la scène de l'école, quand les enfants chantent un air à la gloire de Wilford Sang. En fait, M. Beltrami a fait une maquette avec les voix de sa femme et de ses enfants. Elle lui a envoyé la maquette et c'est ce qui a servi de base pour cette scène-là. Ils ont répété ensemble. En fait. Depuis votre premier film, tous vos personnages principaux sont issus de classes très modestes. Est-ce que c'est selon vous une manière d'avoir un point de vue honnête sur la société que vous décrivez dans vos films? 감독님 영화를 보면 주인공들이 대부분 이제 못 사는 하급 계층 사람들인데 대부분이 이것이 인간에 대한 정직한 시선이라고 생각하시는지요? 네, 그런 면이 있고요. 그들이 99%라고 생각합니다. 그것은 되게 요즘 뭐 어느 나라나 어느 사회나 되게 보편적인 현상이라고 생각들고요. 또 개인적으로 뭐 무슨 슈퍼히어로 영화 같은 것들도 물론 재밌고 뭐 많이 있긴 하지만 저는 오히려 좀 루저들이나 뭔가 좀 이렇게 작동이 잘 안 되는 사람들 관절이나 나사가 좀 빠져 있는 그런 사람들이 더 재밌고요. 그런 사람들이 되게 본인들의 능력을 넘어서는 미션을 처했을 때, 예를 들어 뭐 되게 바보 같은 형사가 연쇄살인범을 잡으려고 한다거나, 또는 되게 멍청한 아빠가 괴물로부터 자기 딸을 구하려 한다거나, 이런 자기 능력 밖의 미션을 되게 평범하고 또는 못난 사람이 자기 능력을 넘어서는 어떤 미션을 수행하려고 할 때 거기서 진짜 되게 영화적인 되게 강렬한 드라마가 나오지 않나 생각해요. Effectivement, 99% de ces héros sont issus des classes défavorisées. Et il pense que c'est effectivement une façon honnête de traiter l'homme et que c'est universel. Donc bien sûr, il aime les films de super-héros, mais son affection va plutôt aux losers, des personnages à problème, des gens à qui il manque une case. Parce que ce qui est intéressant, c'est de leur attribuer une mission qui dépasse leurs capacités. Donc par exemple, dans la Memory of Murder, il est question d'un policier incompétent qui va traquer un serial killer.
Ou alors dans The Host, c'est un papa démissionnaire qui va affronter un monstre pour sauver sa fille. Il pense que ces anti-héros qui sont obligés de surmonter leurs faiblesses ont quelque chose d'extrêmement cinématographique. Le film est assez impressionnant visuellement. Est-ce que vous vous êtes fixé des contraintes stylistiques pour représenter l'espace très confiné du transpersonnage et filmer tout un film qui se passe dans un train? 그래서 스노피스를 보면요, 이제 굉장히 비주얼이 강렬하다고 합니다. 그래서 이 기차라는 특이한 공간을 표현하기 위해서는 제한 사항이 있으셨는지. 기차에서 영화를 찍으려면은 정말 영화적으로 제약이 되게 많아요. 아무리 칸마다 다 다르게 변화를 주고 여기는 수영장이고 여기는 교실이고 해봤자 사실 근본적인 스트럭처는 똑같거든요. 좁고 긴 그냥 직사각형이에요. 거기서 계속 앵글을 잡아서 영화를 찍어야 돼요. 그 되게 공포스럽게 다가오더라고요. 촬영 첫날은. 저랑 촬영 감독이랑 이제 눈앞이 캄캄해지면서 되게 오래 준비를 했음에도 불구하고. Alors effectivement, c'était très contraignant parce que cette succession de compartiments, en fait, même s'ils mettent en scène des endroits différents comme la piscine, la classe ou l'aquarium, finalement c'est la même chose à chaque fois. C'est des carrés d'espace à la fois confinés et étroits. Et malgré une très longue préparation, le premier jour du tournage, il a eu des bouffées d'angoisse. Comment on va s'en sortir? 그럼 이제 이걸 도대체 어떻게 극복해야 될 것인가? 우리가 무슨 복도 영화를 찍는 건가 뭐 이런 얘기도 했고 그랬었어요. 또 장마르크처럼 이제 만화로 하는 입장과는 또 약간 다른 입장이긴 한데요. Alors, ils se sont vraiment posé des questions sur comment surmonter cette difficulté. Ils avaient peur de terminer par un film qui ne montre qu'une succession de couloirs. Et c'était une autre forme de contrainte par rapport au travail de Jean-Marc, qui est un dessinateur. 그래서 우리가 의지할 것은 우리가 이 어려움을 돌파할 수 있는 것은 이제 유일한 방법은 운동이다. 움직임, 무브먼트. 왜냐하면 기차는 계속해서 움직이고 또 뱀처럼 휘어지기도 하고 터널을 지나가기도 하고 다리 위를 레카테리나처럼 다리를 지나가기도 하고 그것 때문에 빛과 어둠이 생기고 기차도 계속 움직이고 그 안에 인물도 계속 움직인다. 어떤 이중의 질주인 거죠. 움직이는 기차에서 인물도 움직이고 또 거기에 맞춰서 카메라도 움직인다. 모든 것이 움직인다. 그걸로 돌파를 해야겠다라고 정리를 했습니다. Alors ils ont fini par trouver la solution. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait tout miser sur le mouvement. Donc d'une part, le train est un engin qui avance, donc, et il lui arrive de contourner des montagnes, donc il y a des courbures. Il traverse aussi des ponts et des tunnels. Et grâce à ce jeu de mouvement, il y a tantôt l'obscurité, tantôt une lumière éblouissante. Et à l'intérieur de ce train, les gens bougent également constamment. Et à côté de ce, donc il y a une double mobilité, et en plus la caméra bouge aussi pour suivre cette double mobilité. Donc mouvement quoi qu'il arrive. 그래서 앞으로 움직이려는 자들과 또 그거를 막으려는 자들의 충돌에서 이제 말씀하신 그런 되게 무지막지한 이미지들이나 에너지들이 나오니까요. 거기에 최대한 의존하려고 했고, 커티스란 인물 자체가 일단 계속 we go forward, 앞으로 가는 인물이니까. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, dans l'histoire, il y a d'un côté les rebelles qui essaient de gagner l'avant du train et les soldats qui essaient de les repousser vers l'arrière. Donc ça crée une énergie vraiment explosive, très brute et primitive. Et c'est le credo de Curtis, le héros, aller de l'avant quoi qu'il arrive. Donc c'est aussi du mouvement. Bonjour. Dans beaucoup de vos films, il y a un aspect comique porté par des personnages naïfs. Comment avez-vous envisagé donc cet aspect en démarrant votre film, et n'avez-vous pas eu peur d'édulcorer peut-être un petit peu le caractère fort de votre sujet? 감독님 영화 특징 중에 항상 좀 이렇게 코믹한 부분이 있습니다. 그러니까 좀 약간 순진한 인물들이 이렇게 웃음을 다니고요. 그래서 스노피스도 이렇게 같이 의도하셨는지, 그리고 만약에 그러셨을 경우 그 영화가 작품이 가지는 강렬한 그 주제가 약간 흐릿해지는 걱정이 없으셨는지. 저는 원래
제일 좀 심각하고 어둡거나 심각하고 또는 무서운 순간에 의외로 거기에 어떤 유머나 이상한 블랙 코미디가 들어간다거나 또는 되게 웃기고 우스꽝스러운 장면인데 한 발 떨어져서 보면은 왠지 좀 씁쓸하고 마음이 무거워진다거나 이렇게 감정이 뒤섞이는 걸 되게 좋아하고요. 저한테 이상하게 오히려 그게 되게 자연스럽고 실제 우리 생활이 좀 그런 것 같아요. 우리 삶을 리얼하게 묘사하면은 그렇게 되는 것 같아요. 일부러 뭔가를 믹스하고 싶어서 그러는 건 아니고요. 네. Alors, en fait, c'est avant tout une question de sensibilité personnelle. Monsieur Blanc a toujours pensé que dans les situations les plus sérieuses, voire sombres ou effrayantes, il y avait quelque chose de drôle finalement, quelque chose qui relève de l'humour noir. Alors que, à contrario, dans les situations censées être drôles, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'amer, et pas si marrant quand on prend un peu de recul. Il ne cherche pas à imbriquer ces deux approches, mais il pense que c'est une forme de complicité qui est propre à la réalité de l'homme et de la vie en général. 영화에서 보면 예를 들자면 틸다 스윈튼이 하는 캐릭터 그 언니가 하는 짓들을 막 보면은 되게 어떻게 보면 약간 윌포드의 광대 같기도 하고 되게 독특하고 막 이상한 표정과 막 여러 가지 것들이 막 쏟아져 나오는데 또 그렇지만 그 캐릭터가 내뱉는 말들을 보면 되게 무시무시하고 살벌하거든요. 너희들 중에 74%를 죽여버리겠어. 이런 섬찟한 말들을 뱉어내는데 왜 항상 하는 짓들을 보면 또 되게 웃기고 무슨 코믹한 마리오네트 인형 같기도 하고요. 그런 것들이 뒤섞이는 느낌을 좋아합니다. 그리고 그렇게 한다고 해서 어떤 주제를 향한 집중력이 흐려진다거나 그렇게는 생각하지는 않습니다. En fait, il continue un petit peu sur cette dualité de la vie ou du regard. Il prend pour exemple le personnage de Mason joué par Tilda Swinton. D'un côté, il apparaît comme une espèce de marionnette, voire du bouffon de Wilford. Elle a des expressions totalement grotesques qui font rire, mais en même temps, quand on l'écoute, elle dit des choses horribles, comme par exemple exterminer 74% de la population du train. Donc elle illustre bien cette complexité de l'homme, mais il pense que ce traitement n'édulcore en rien l'essence du sujet. J'ai une question pour vous, Monsieur Rochette. Je voulais savoir ce que vous avez ressenti quand vous avez vu, en arrivant sur le plateau à Prague, votre dessin prendre vie. Et au-delà, je voulais aussi savoir si retourner au transpersonnage après toutes ces années, ça vous avait inspiré, et si avec Benjamin vous en parliez comme ça. La première chose que j'ai vue en arrivant à Prague, c'est une foule de misérables. Parce qu'avant de rentrer sur les plateaux, il y avait tous les acteurs, enfin les figurants, qui étaient mais vraiment dans extrême, c'est une extrême pauvreté, et en plus je pense que c'était des figurants qu'ils ont pris, je ne sais pas peut-être, mais qu'ils ont dû prendre dans des gens très très pauvres à Prague. Donc j'ai eu cette impression de pauvreté absolue et de vérité dans la pauvreté surtout. Et c'est la chose qui m'avait marqué en fait quand j'avais 25 ans, que j'ai commencé à dessiner, c'est que j'ai dessiné des espèces de clochards. Voilà, donc ça c'est l'impression que j'ai eue comme ça, cette espèce de foule de gueux. Après, bon, il y a eu d'autres impressions, parce que quand je suis rentré et tout de suite derrière, je suis rentré dans les studios, et là c'était absolument gigantesque. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des studios qui font plus de 100 mètres de long. Donc des choses que j'avais fait il y a 30 ans, je les voyais en vérité. Et bon, c'était pour moi époustouflant. Et après, ils avaient déjà fait les wagons de queue. Ils les avaient complètement faits. Et j'ai marché dans ces wagons de queue et j'ai eu une impression extrêmement claustrophobique et d'angoisse complète. Parce que c'était tellement bien fait. Et plus on avançait, plus on descendait dans c'était les cercles de l'enfer, c'est-à-dire qu'à la fin, à l'endroit où habitait John Hurt, on arrive dans un endroit mais qui était véritablement physiquement angoissant, quoi.
Donc j'ai toute cette angoisse que j'avais essayé de rendre dans le dessin avec voilà, je l'ai retrouvée physiquement. Et d'ailleurs ça m'a tellement... Enfin après on m'a demandé des dessins, donc j'ai fait les dessins qui étaient inspirés du film, et après j'ai fait des peintures qui étaient inspirées du film aussi, que je vais montrer d'ailleurs au centre culturel coréen le 30 octobre pour la sortie du film, et on voit tous mes tableaux que j'ai fait après en fait, sur le film. Donc cette histoire du transpersonnel, j'ai commencé ça quand j'avais 25 ans, et je fais encore des tableaux, j'ai fait des personnages, des peintures de l'histoire du transpersonnage. Ça vous emballerait de refaire de la BD autour du transpersonnage? C'est-à-dire que j'avais arrêté pour faire de la peinture, je suis parti en Allemagne pour peindre, et parce que la bande dessinée, je pensais avoir fait le tour, il faut beaucoup d'énergie, je commence à avoir un âge où se dire qu'on va rester 2 ans assis sur une chaise à dessiner pendant presque 2 ans, la chose qu'il faut c'est vraiment un scénario exceptionnel pour passer autant de temps. Et donc là je sais qu'il y a des gens, grâce à Juno qui a relancé l'intérêt peut-être sur mon dessin, il y a à nouveau des jeunes scénaristes français qui me proposent. Donc si j'ai la chance qu'on me propose un scénario aussi pur et aussi beau que ce qu'avait proposé Jacques Lob, je serais prêt à faire ça. Mais un grand scénario, c'est surtout une grande idée simple que personne n'a jamais eue. Une idée complexe, tout le monde en a, mais une idée simple que jamais personne n'a eue, comme l'histoire qu'avait eu Jacques Lob, alors ça c'est exceptionnel. Donc si on me propose une histoire comme ça, évidemment, malgré mon grand âge, j'en mettrai au histoire. Et dans la jeune génération de la BD française, il y a des gens dont le travail vous plaît particulièrement? Oui, il y a énormément. Je ne citerai personne en particulier, mais je trouve que le dessin, c'est extrêmement libéré, par exemple. Enfin, moi, quand j'ai commencé, j'étais étonné parce que j'avais un dessin assez complexe, et j'avais personne trop qui dessinait. Maintenant, il y a beaucoup de gens. Alors, des gens, il y en a plein, je citerai, mais il y en a tellement. Mais bon, par exemple, Blas de Larsenet, je trouve que c'est un très très bon dessinateur, un très grand dessinateur. Et puis d'autres qui sont... Lui, c'est une vedette, quoi. Il y a beaucoup d'autres dessinateurs exceptionnels qui n'ont pas le droit à la lumière et qui, chaque fois que je regarde, je me dis... j'admire beaucoup mes confrères parce que je sais à quel point c'est un métier difficile, à quel point on est seul, et à quel point maintenant ils ne gagnent pas d'argent. Parce que c'est surtout ça, à l'époque, on travaillait à suivre, et on était payé pour faire des bandes dessinées, alors que maintenant, c'est proche de la poésie, quoi. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu d'appréhension de voir quelqu'un adapter votre œuvre au cinéma? Non, enfin, il faut savoir que le film, on avait déjà eu une proposition en 1985 pour faire un film, et que Jacques Lob l'avait refusé. Alors moi, j'avais été à l'époque très très étonné, parce que refuser un film, c'est quand même toujours étonnant. Et là, il y avait effectivement beaucoup d'appréhension, parce que le réalisateur, je ne pense pas que c'était un film pour lui, et surtout à l'époque, il n'y avait pas de technologie. On aurait fait un film cheap qui aurait complètement, qui aurait été en dessous de la bande dessinée, quoi. Et quand le film est arrivé, quand la demande était en 2005, je savais que déjà techniquement on pouvait faire ça. Et puis bon, après j'ai vu l'œuvre de Junho, et là j'ai été complètement rassuré. Mais il y a une chose qui m'amuse, enfin c'est un peu complexe à expliquer, mais on dit que le passé influence évidemment le présent. Mais en physique quantique, on dit aussi que l'avenir influence le présent. Et j'ai là un peu l'impression qu'on a fait tout ça pour que ce film existe. J'ai l'impression que c'est le film qui tire depuis tout ce temps cette création.